Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Jean-Paul. Salut Nadine. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Bon, je suis contente d'être ici avec toi. Ouais. Puisque tu vas nous raconter un petit peu qui es-tu et où es-tu. En tout cas, j'ai mis les pieds dans une superbe galerie. Ouais, t'as vu? Ouais. Ça t'a plu? Ça m'a vraiment plu. Et en plus, je dirais pas, mais j'ai fait des travaux pratiques. Ouais. Et je me la raconte un peu. Ça y est, je me sens artiste là. Faudra que tu montres aux gens ce que t'as fait. Hein. Oui. On donnera un aperçu. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais. C'est vraiment top. Je vais te laisser sans plus attendre te présenter et nous dire qui es-tu et d'où viens-tu. Alors moi, c'est Jean-Paul. Je vais avoir bientôt 30 ans là, cette année. Je suis cofondateur donc, de la Galerie Wawi. La Galerie Wawi, c'est une jeune galerie qui a maintenant 3 ans, à orientation street, pop art, qu'on a ouvert avec mon associé, donc Gary, que j'ai rencontré à l'université. D'accord. Donc à la base, c'est une histoire d'amitié qui s'est concrétisée par un joli projet qui dure depuis maintenant 3 ans. Ouais. Super, nickel. Alors j'imagine que t'es pas arrivé, tu t'es pas levé un matin et tu t'es dit tiens, écoute, je vais créer la galerie. Non, ouais. On va revenir un peu plus aux origines et au début. Ouais. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, que tu reviennes un peu sur ton parcours scolaire, juste pour voir un peu comment tu t'es construit. Alors moi je suis originaire donc de Vitry-sur-Seine, donc c'est une ville en banlieue sud parisienne qui est connue pour le rap à la base. Oui, c'est vrai. Beaucoup de rappeurs qui sortent de cette ville-là, mais il y a beaucoup de street art aussi, ce qui fait que j'ai depuis tout petit baigné dans ce monde où il y a la présence de graffiti, de fresques sur les murs, de collage aussi. Donc c'est dans un environnement street art que j'ai grandi et c'est là-bas que j'ai passé toute ma scolarité, donc de l'école primaire au lycée, et puis après j'ai continué donc à l'université en master. D'accord. Et t'as fait quoi comme études? Alors donc j'ai fait un bac S donc à Vitry, un bac scientifique à l'époque. Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. C'est 2 ans, c'est un peu comme le BTS. Oui. Je sais pas si tu vois. Et c'est vraiment les 2 années, je pense, les plus formateurs de mon parcours scolaire parce que j'ai vraiment tout appris là-bas, tout ce qui était lié au commerce. Donc il y avait du marketing, il y avait de l'analyse financière, il y avait de la comptabilité, il y avait de la logistique, de la distribution. Vraiment le commerce dans son ensemble. Et c'était une formation qui était hyper intense parce qu'on avait beaucoup de projets de groupe et des évaluations en continu sur ces 2 ans-là. Donc très très formateur, même pour aujourd'hui, pour ma vie d'aujourd'hui. Je me disais ça, je pense que ça t'a donné une orientation qui te sert sûrement aujourd'hui. Ouais. Il y avait même à la fin des 2 ans, il y avait un projet tutoré où on devait créer sa propre entreprise en groupe. Je me souviens à l'époque. On avait créé un site de rencontre, bon rien à voir avec la galerie, mais c'était super cool. C'est osé pour l'époque. C'était super cool et en fait tu montes l'entreprise de A à Z en passant par la création des statuts, la réalisation d'un bilan prévisionnel et puis à la fin tu passais devant tes profs. Oui. Il faut savoir que les profs là-bas c'était des têtes, c'était des gens qui avaient déjà ouvert des entreprises, qui avaient beaucoup enseigné déjà. Donc on avait vraiment un retour de professionnels sur cette création-là. Donc c'était vraiment top.
Après ça, j'ai fait une année sabbatique, puisque j'ai été refusé d'une école dans laquelle je voulais absolument aller, et j'avais pas préparé de plan B, malheureusement. Oui. Là, ça m'a beaucoup appris, puisque j'ai graffé le mec. J'étais trop sûr de moi. J'imagine qu'aujourd'hui, tu as toujours des plans B maintenant. Voilà, exactement, tu as tout compris. Il faut apprendre de ses erreurs. Oui. Et j'étais trop sûr de moi, parce que c'était une école qui était en partenariat avec mon DUT, et quand tu faisais partie des 15 meilleurs élèves de ta promotion, et ben, tu pouvais passer l'entretien oral sans passer par pas l'entretien, mais le test d'examen écrit. D'accord. Et donc je suis arrivé à l'oral vraiment les mains dans les poches, et j'ai pas été pris, et c'était bien fait pour moi, à vrai dire. Donc j'ai fait une année sabbatique, j'ai travaillé, j'étais vendeur chez Darty, après j'ai été vendeur chez SFR, après j'ai bossé dans le restaurant de mes parents pendant quelques mois aussi, et puis je suis revenu avec une licence pro banque et assurance. En fait, je savais pas trop quoi faire, à vrai dire, après le DUT. Tout ce que je savais dans ma tête, c'est que je voulais faire un master. Et après, on m'a parlé de la banque, on m'a dit que ça payait plutôt bien en alternance. Donc, je me suis mis là-dedans. J'ai fait une licence pro banque, et j'ai continué en master gestion de patrimoine aussi en alternance. D'accord. Voilà, un parcours scolaire, ouais. Ok, super. Sur ce parcours que tu me décris, il y a eu un petit voyage à un moment donné. Ouais. Bah écoute, après mon master, j'en avais marre. Je me suis dit que c'était le moment de découvrir autre chose. Et puis j'avais une envie qui était enfouie en moi, je dirais. Une envie d'apprendre le mandarin, puisqu'en fait, je suis donc d'origine chinoise. Je communique avec mes parents en dialecte, et pas en mandarin, qui est la langue donc nationale du pays. Et j'avais une espèce de honte, à vrai dire, parce que tu sais, quand tu marches et que tu as des tantines qui viennent te demander leur chemin, tu sais pas comment répondre. Oui. Je dis désolé, je parle pas chinois. C'est un truc qui m'est resté, je pense, depuis que je suis pas tout petit, mais depuis mon adolescence. Et je me suis dit qu'après le master, j'allais me consacrer une année pour vraiment apprendre la langue et la maîtriser. Donc je suis parti en Chine pendant 1 an, où j'ai étudié le mandarin dans une université internationale. D'accord. Donc l'université, il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde. Il y avait... C'était multiculturel ? C'était multiculturel, ouais. Et c'était vraiment top, parce que j'avais rencontré des Russes, des Kazakhs, des Espagnols, des Coréens, des Japonais, vraiment des gens qui venaient de partout dans le monde. Et dans l'université, on avait des dortoirs, ce qui fait que il y avait toute une vie qui se passait là-bas. Oui. Donc on sortait tous ensemble, c'était vraiment l'université, c'était le point de rendez-vous. Et j'ai vécu une année incroyable, parce que j'ai rencontré des gens de fous, si je puis dire. Et de tout horizon, finalement. De tout horizon. Et voilà, donc ça m'a permis vraiment de me recentrer sur ma culture d'origine, de me redécouvrir moi-même, et de redécouvrir la culture de mes parents, et ma culture aussi, du coup. Et de découvrir aussi la culture des autres personnes que j'ai rencontrées. Donc c'était vraiment incroyable, parce que en plus de ça, j'avais conclu ce voyage avec un road trip que j'avais fait avec un mec que j'avais rencontré là-bas, un Anglais, qui était d'origine mauricienne. D'accord. Donc c'était vraiment incroyable. On est parti à Singapour, on est parti au Vietnam, on est parti en Indonésie, en Thaïlande. On a fait vraiment le tour de l'Asie, et c'était une expérience de fou. Je vois qu'en effet, là tu pars avec cette optique il y a un côté un peu studieux, ou en tout cas apprentissage de la langue, mais je me rends compte que c'est pas juste ça. Parce que de finir après par un road trip et partir à l'aventure comme ça, et aller vers l'inconnu, et avec une personne qu'hier tu ne connaissais pas, pour le coup, c'est assez audacieux. Ça m'a permis de faire ressortir en moi ce côté un peu aventureux, un peu entreprenant. Puisque moi je suis parti vraiment avec une valise, en Chine à la base. Je connaissais personne là-bas, donc j'ai dû me débrouiller un peu tout seul aussi.
J'ai été d'ailleurs prof de français là-bas. J'apprenais le français. Je me souviens, c'était un Chinois assez riche. Un Chinois qui vivait dans une famille assez aisée. Son père était footballeur, vous savez, ça me revient. Son père était footballeur d'équipe nationale chinoise. Oui, ils avaient les moyens. Et je me souviens dans l'appartement dans lequel il vivait, c'était fou. Mais oui, j'étais prof de français. J'ai fait ça quelques mois justement pour gagner de l'argent. Et on était très bien payé en tant que prof de français. Et donc oui, c'était vraiment la débrouille et l'aventure. Et c'est ça qui était vraiment incroyable pendant cette année. Ouais. C'est bien qu'il y ait eu ce petit moment où tu as pu être prof de français, parce que je me dis, ça permet de faire un pont entre ta culture française qui fait partie de toi. De fou. Et du coup, la culture chinoise qui fait aussi partie de toi. Et il y a eu peut-être des moments où, comme tu disais, j'avais honte, je pouvais pas dire que je savais parler le mandarin. Mais en même temps, tu as pu apporter de cette langue que tu connaissais déjà aux personnes là-bas, en tout cas notamment à cet élève-là. Et puis je trouve que c'est un pont assez intéressant et limite la boucle est bouclée. Donc, c'est vrai, en plus, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus dans les cours, c'était à moi de les élaborer. Quand tu enseignes à un enfant, j'ai jamais fait ça auparavant, mais je me suis dit qu'il fallait que je passe par des choses un peu ludiques et des choses aussi intéressantes, parce que la culture française aussi en Chine, c'est une culture qui est considérée comme la plus belle en Occident, parce que la France a vraiment une attache particulière. Quand tu dis là-bas que tu viens de France, les gens ont les yeux vraiment émerveillés, donc c'était l'occasion aussi de faire découvrir aussi la culture française, effectivement, et comme tu dis, de boucler un peu la boucle, puisque je pouvais lui enseigner le français en mandarin, en tout cas avec les bases que j'avais apprises là-bas, et du coup exercer les deux en même temps, et en plus de ça capitaliser là-dessus, puisque je gagnais de l'argent en plus. Exactement. Donc c'était vraiment une belle expérience, effectivement. Top. Cette merveilleuse expérience, du coup, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, et quand t'es revenu, dans quel état d'esprit t'étais ? Ouais, comme je disais, ça m'a ouvert mon esprit d'aventurier, si je puis dire. Là-bas, j'avais vraiment envie de revenir en France et d'entreprendre des choses. Donc je me souviens, je réfléchissais déjà à des concepts que j'allais lancer quand j'allais revenir en France. Il y avait un concept de restaurant que je voulais lancer, qui s'appelait le World Burger, je me souviens. J'avais prévu un plan. En gros, l'idée c'était de proposer un restaurant de burgers avec des burgers qui correspondaient à chaque continent. Donc il y allait avoir 5 burgers de chaque continent, plus un burger qui était un burger affilié à un pays qui changerait tous les mois. Enfin bref, un vrai concept. Pas mal. Vrai concept. J'avais préparé des recettes et tout. Enfin bref, j'étais vraiment dans cette optique-là de créer quelque chose et de lancer quelque chose quand j'étais en Chine. Donc j'avais réfléchi à tout ça. Et quand je suis revenu, j'ai commencé, j'avais lancé aussi une marque de sac à dos. D'accord. Je voulais me lancer dans le dropshipping à l'époque. Ah oui. Bon, c'est très mal vu en ce moment, mais... mais ça commençait déjà à l'époque, ouais. Mais c'était... Alors, je te dis ça, c'était il y a maintenant 5 ans, je crois. Il y a 5 ans à peu près. Donc, c'était... mais voilà, c'était très formateur. Parce qu'en fait, t'apprenais plein de choses sur le branding et puis sur la publicité aussi, ads Facebook et Instagram. Oui. Donc j'ai beaucoup appris là-dessus parce que j'avais lancé mon site internet et que j'ai pas continué après. Puisque fallait que je vive, hein. Donc je travaillais pas, j'ai fait ça je suis revenu de Chine, j'ai lancé ma marque de sac pendant 3-4 mois. Et après, en fait, j'ai eu une opportunité avec la banque, donc dans laquelle je bosse actuellement, qui avait ouvert un poste donc de conseiller patrimonial non résident. En gros, tu gères un portefeuille de clients assez fortunés qui habitent à l'étranger. Et je trouvais que ça collait parfaitement avec l'expérience que je venais de vivre en Chine, et ce côté un peu international. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est un poste qui est fait pour moi, donc j'ai postulé, puis j'ai été pris,
Et ça fait 4 ans que j'occupe ce poste maintenant, parallèlement à la galerie, quoi. Super, je trouve ça formidable. Je me dis que les choses arrivent à un moment donné dans ta vie et c'est pas par hasard. Et pour le coup, comme tu dis, quand tu as vu ce poste, tu t'es dit ah oui, c'est fait pour moi. Et je pense qu'effectivement, c'est arrivé au bon moment et tu étais là au bon endroit. Ouais. Donc top. J'aimerais revenir sur la galerie puisque tu nous as parlé du fait que c'était, elle a été créée il y a 3 ans. Ouais. Du coup, j'aimerais savoir quel était ton rapport avant de créer la galerie. Quel était ton rapport avec le monde de l'art avant et pourquoi avoir fondé cette galerie? Alors, mon rapport avec le monde de l'art, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. C'est vraiment un berceau du street art, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont représentés là-bas de plein de manières différentes. Donc voilà, que ce soit des fresques figuratives, où on voit des portraits, ou encore abstraites, où c'est des couleurs qui sont simplement projetées sur des murs. Ou encore sous la forme de collage. Je pense à un artiste qui s'appelle C215. Ceux qui habitent un peu dans le coin, je pense qu'ils reconnaîtront très rapidement ces portraits de personnalités connues. Et donc très vite baigné dans le monde du street art. Et puis après on s'ouvre un peu l'esprit sur l'art en général. Mais c'est vrai que ce qui me parlait le plus, c'est plutôt ce courant-là. Donc j'ai commencé plus tard à aller voir des expositions aussi dans des galeries, dans les musées, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans certaines galeries, dans beaucoup d'ailleurs, j'avais l'impression de pas me sentir à ma place, tu vois. Comme si j'étais pas légitime pour rentrer dans une galerie et juste regarder des toiles qui coûtent, je sais pas moi, 20-30 000 euros, tu vois. Alors que oui, j'ai pas les moyens d'acheter ces toiles là, mais simplement de les regarder, c'est ce qui me faisait kiffer. Mais quand tu rentrais dans ces endroits là, t'avais je sais pas, une espèce d'atmosphère qui fait que t'avais pas le sentiment de te sentir à ta place, tu vois. Et en fait donc mon associé Gary, qui est aussi mon ami, donc que j'ai rencontré à la fac en master en finance. Nous, on avait cette passion commune pour le street art et l'art en général, et on a constaté en fait la même chose. C'est ce côté un peu mondain, un peu froid qu'on peut retrouver dans les galeries. Alors, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, tu vois, mais beaucoup. En tout cas, on a fait pas mal d'expositions ensemble et on a ressenti cette atmosphère-là. Et donc, quand je suis revenu de Chine, j'avais vraiment envie d'entreprendre. On pensait pas du tout à une galerie, à vrai dire. C'est lui qui a soumis l'idée. Lui, il avait vraiment cette envie d'ouvrir une galerie. Et un jour, il m'a emmené voir une exposition sur Paris. Il m'a dit viens, je t'emmène voir une expo. Regarde bien attentivement l'exposition, tu vois. Et c'est une galerie de street art, donc dans le Marais, que je kiffe. Et j'ai dit ouais, l'expo elle est cool et tout, et après l'expo on va dans un bar, il me dit ouais, mais t'as rien vu dans cette galerie, comment les tableaux étaient disposés, comment la scénographie elle était faite. Et moi j'ai dit si, j'ai remarqué ça et tout. Il me dit ok, bah viens, je t'emmène dans un autre endroit. Et là il m'emmène dans un local, donc dans le 10e arrondissement. C'est un local délabré, franchement dégueulasse, j'ai envie de te dire même. Donc il me fait visiter un local. En fait c'était un ancien magasin de BMX où ils vendaient des accessoires et qui était inexploité pendant 2 ans. C'est-à-dire que les locataires d'à l'époque, donc le magasin était parti il y a 2 ans et ils avaient tout laissé vraiment en ruine. Tu vois, il y avait des caissons de bois partout, des boîtes de pizza encore qui traînaient depuis 2 ans. Oh là là. C'était vraiment un déchet le truc, tu vois. Et il m'a emmené voir le local la nuit et il n'y avait pas d'électricité dans le local, je me souviens. Et il me sort son téléphone avec son flash, il me dit regarde l'espace, il est ouf et tout. Regarde les poteaux de la galerie, ça donne grave du cachet. Là on pourrait faire ci, là on pourrait faire ça. Et franchement au début je voyais rien, je vais pas te mentir. J'ai dit mais t'es sérieux, c'est horrible, regarde, c'est une poubelle le truc. Et il me dit non, projette-toi s'il te plaît. Et il a réussi à me faire projeter. Effectivement, il y a grave du cachet
dans cet espace-là, parce que j'étais reparti le voir aussi en journée, et là on voyait vraiment les poteaux, la moulure qu'il y a dans l'espace, qui donnait vraiment du cachet et une personnalité à l'endroit. Et là il m'a dit voilà, moi je kifferais une galerie avec toi, je sais que tu kiffes le street art, tu te souviens pas quand on est allé dans cette exposition là, comme on regardait les gens, ça c'est pas possible en vrai, parce que et on s'est dit, après il y a plein de suppositions qui te viennent en tête, on est parti un peu loin dans les explications. Il me disait mais regarde, je suis sûr parce que t'es asiatique et parce que moi je suis noir, il nous regardait mal, moi je veux pas de tout ça et tout, je veux qu'on ouvre une galerie propre à notre image et qui fait en sorte de rendre l'art accessible à tous, tu vois. Et ça on en avait déjà discuté auparavant de cette atmosphère là, et pour le coup il a su toucher là où il fallait et avoir les bons mots. Et donc quand il m'a présenté tout ça, j'ai fait ces arguments là en tous les cas, j'ai dit vas-y c'est parti. Et c'est là qu'a commencé l'aventure, aller contacter les artistes, parce que faut les monter les expositions, tu vois. Oui. Et nous, comme on vient pas du milieu et qu'on connaît personne, juste les artistes qu'on kiffe, et on n'a pas de carnet de contacts, tu vois. Donc on est vraiment parti au culot. Ok, bon, on va y venir. On va y venir. Donc ce qui veut dire que Non, je te sentais à t'étais. Je remémorais un peu tout ça, exactement. Mais c'est top, tu m'as embarqué. Et mais je me dis du coup, ce fameux local qui était totalement, quasiment en ruine, c'est du coup la Galerie Wawi. C'est la Galerie Wawi maintenant, ouais. Ah ouais, exactement. Incroyable. Je vous dis incroyable parce que j'y suis allée à la Galerie Wawi et j'arrive pas à me dire qu'avant ça avait pu être effectivement un local totalement délabré. Formidable parce que je vois deux choses. Je vois le rôle hyper important et convaincant qu'a pu avoir ton pote, parce que tout de suite il a été visionnaire, mais il t'a embarqué dedans parce qu'il avait confiance en toi, exactement, parce qu'il voulait faire quelque chose avec toi et il voulait pas partir sur un discours qui dure 1 heure. Il a dit non, viens avec moi, je vais te montrer, regarde ce qu'on peut faire, suis-moi. Et je trouve ça top, et je trouve que ça apporte beaucoup aussi de sérénité et de concret dans la chose, clairement, mais tout en t'invitant à te projeter. Et toi, tu lui as fait confiance, il t'a dit go, et maintenant il fallait se retrousser les manches et y aller. Mais il y a pas mal de choses qui ont dû se créer avant au travers de vos discussions, de toutes ces choses-là, pour ensuite aller concrétiser. Ah oui, bien sûr, oui, c'est pas go, et après on a eu les idées tout de suite, forcément, oui. Nous, on s'est dit que la galerie, ça allait faire passer. Enfin, on aurait, en tant que galeriste, un peu outsider, entre guillemets, qui venons pas du milieu, on avait deux missions et 2 objectifs. C'était justement de permettre de rendre l'art accessible à tous, et donc vraiment de sortir de toute l'atmosphère qu'on avait subie, si je puis dire, dans les autres galeries, et de faire en sorte que tous ceux qui rentrent dans la galerie se sentent à l'aise et puissent regarder librement et découvrir librement des artistes et des univers et des toiles qui seraient exposés à la galerie, sans aucun jugement, même s'ils ne sont pas là pour acheter, même si ils ne sont pas là pour investir ou pour autre, juste regarder des œuvres d'art et puis simplement apprécier l'univers et les créations des artistes. Donc ça, c'était notre premier objectif. Et le deuxième objectif, et pour nous ça c'était après assez évident aussi, c'est que le rôle d'un galeriste, c'est quelqu'un qui va pouvoir mettre en lumière des artistes. Pour moi c'est le rôle premier. C'est pas juste de vendre des tableaux ou des œuvres d'art, mais c'est de permettre de donner une visibilité à des artistes qui n'en ont pas forcément et de les faire émerger justement. Et c'est vraiment les 2 missions qu'on a aujourd'hui à la Galerie Wawi. C'est pour ça que pour la première mission, de permettre de rendre l'art accessible à tous, on a développé des concepts comme le Drink and Paint. D'ailleurs, tu avais vu l'installation quand tu es arrivé, où en fait, c'est des concepts d'afterwork où on permet aux gens de vivre une expérience dans la galerie. Donc, ils viennent boire, peindre, le tout dans une ambiance musicale et accompagné par un artiste. Donc c'est un premier point d'entrée
pour des gens qui viennent à la base, pas forcément pour la galerie, mais pour vivre l'expérience Drink and Paint. Donc ils viennent vivre l'expérience, ils kiffent l'expérience, et on se sert de cette expérience pour justement leur présenter l'exposition qui est en cours, les artistes qui exposent, et puis l'univers de la galerie, et aussi leur montrer que dans une galerie d'art, on peut vivre une expérience ultra conviviale, ultra festive, où on partage des choses, et puis aussi dans un vernissage d'une exposition pour voir des œuvres d'art, quoi. Pas seulement sur l'expérience Drink and Paint, mais aussi sur le fait simplement de passer la porte d'une galerie d'art. Et c'est vraiment ça le message qu'on veut faire passer. Et notre deuxième mission, elle est réalisée de par le montage de nos expositions, pour les expositions collectives notamment, qui réunissent plusieurs artistes. On veut vraiment en fait que la scène soit partagée entre des artistes qui soient connus et d'autres moins connus, de manière à ce que ces derniers puissent bénéficier de la lumière de ceux qui sont déjà connus dans la scène du street art parisien en tous les cas. Voilà. D'accord, ok, super. Je vois que finalement le concept il est... quand tu dis rendre l'art accessible, on est en plein dedans. Ouais. Autant, du coup, moi je me projette, si demain j'ai un ami... viens, on va aller boire un verre, il va plus facilement effectivement venir, ou viens, mais du coup, de dire qu'on peut combiner les deux et permettre à ce que d'autres qui peut-être n'auraient pas dit oui tout de suite, viens, on va aller à une galerie d'art, ou viens, on va aller à un vernissage, il va peut-être me regarder à deux fois, mais du coup, c'est une manière aussi détournée de faire connaître, peut-être moi, ça peut être ma passion, du coup, je vais faire connaître à d'autres et je vais le partager avec mes amis, je vais aller à ce type d'événement, et aussi, comme tu as dit, de rendre l'art accessible, puisque là on sent que les portes sont grandes ouvertes, et que n'importe qui passe et qui a cette curiosité de s'approcher, de contempler et de poser des questions et d'interagir avec d'autres, c'est top. J'ai l'impression que c'est The Place to Be pour ça. On essaie vraiment d'accueillir tout le monde de la même manière, tu vois, donc que ce soit des étudiants, tu vois, par exemple des étudiants, on sait qu'ils vont pas acheter de tableaux, tu vois, mais qui viennent juste pour kiffer l'exposition. On les accueille de la même manière que des personnes un peu plus âgées, si je puis dire, de manière à ce que tout le monde puisse découvrir la galerie comme avec tout le monde, quoi. Tout le monde découvrir de la même manière, tu vois. Oui. Donc on prend le temps de faire la présentation des artistes, des expositions, de l'exposition, etc., et ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Ouais, c'est top de le voir comme ça. On comprend que ce soit le visiteur d'un jour ou un futur acquéreur. Exactement. Vous fonctionnez de la même manière, et mais du coup vous validez votre promesse, je dirais, de justement toujours mettre en avant une ambiance conviviale, une ambiance où quand on arrive, on n'est pas relooké de la tête aux pieds. C'est ça. Non, c'est top. Je trouve que vous avez bien pris contre-pied, et pour ça, vraiment bravo. Merci. Moi, j'aimerais que tu continues de nous parler de ça, parce qu'en fait, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que le street art ? Alors le street art, c'est un courant artistique c'est un mouvement, c'est un mouvement artistique qui vient d'un courant qui est l'art contemporain. En fait, si tu veux, historiquement, je suis pas un expert là-dessus non plus, tu vois, mais historiquement, il y a différents mouvements artistiques qui ont émergé, donc ça va de l'Antiquité à l'art contemporain aujourd'hui. Donc tu as l'art antique, ensuite tu as eu l'art médiéval, après tu as eu l'art moderne, et plus récemment donc l'art contemporain qu'on estime débuter après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 1945. Donc c'est un mouvement qui vise à interroger les gens, à les faire réagir. Et dans ce mouvement-là, il y a eu un courant, donc le street art, aussi appelé art urbain, art de rue. C'est toutes les formes d'expression artistique qu'il y aura dans la rue et dans les espaces publics, qu'on qualifie donc de street art. Le graffiti, c'est dedans ? Le graffiti, c'est dedans parce que les gens taguaient sur les murs, sur rames de métro. À l'époque, ça se faisait beaucoup, mais pas que. C'est vraiment toutes les formes d'expression artistique
en passant par le graffiti, au collage ou aux fresques figuratives. C'est vraiment toute forme artistique qui débute dans la rue et dans les espaces publics. Voilà comment je définirais le street art. Après, ça, comme je disais, ça englobe plein d'univers, plein de techniques. C'est souvent rattaché au hip-hop. Ouais, le hip-hop a beaucoup marqué de par l'expression. Oui. En fait, et ce côté un peu aussi transgressif. Le graffiti, en l'occurrence, et le hip-hop, c'est ultra lié. Oui. Parce que le graffiti, c'est vraiment quelque chose de, comme je disais, transgressif, où on va au-delà des lois, entre guillemets, pour faire passer un message et pour montrer qu'on existe. Et c'était ça le but des graffeurs à l'époque. C'était souvent... des gens qui étaient délaissés par le système social, qui voulaient dénoncer et puis montrer aussi qu'ils existent et que dans les quartiers défavorisés, eh bien, il y a une population qui est présente et qui veut montrer qu'elle est là et qu'elle doit être prise en considération. Donc, à l'instar du rap, où voilà, à l'époque les textes étaient beaucoup plus engagés, beaucoup plus engageants, il y avait beaucoup plus de fond aussi. Et c'est pour ça que c'est assez lié parce qu'il y a un message dans les deux cas, quoi. T'es partisan le rap, c'était mieux avant? Moi, si tu vois, franchement, j'ai l'impression. T'as l'impression, c'est totalement le cas. Si tu regardes ma playlist, c'est que des artistes à l'ancienne, quoi. D'accord. Bon, on va parler de musique à un moment donné, comme ça tu pourras me dire. Revenons au début de la galerie. Tu disais tout à l'heure, ça y est, c'est bon, on a trouvé le local, il m'a convaincu, on se lance. Du coup, comment vous faites pour justement attirer les artistes et attirer les clients? En fait, c'est du culot, que de l'audace. Vraiment, quand à partir du jour où on s'est dit, ok, c'est parti, on a commencé donc à monter la structure. Et à monter surtout notre première exposition qui serait donc notre exposition inaugurale puisque ce sera la première du lancement de la galerie. Et pour le coup on est parti sur une exposition collective. Pourquoi ? Parce que quand tu as plusieurs artistes qui exposent en même temps, tu peux attirer le public de tous ces artistes-là en même temps et du coup ramener plus de personnes à l'exposition. Donc on a commencé par appeler des artistes qu'on kiffait en fait, qu'on avait déjà vu dans d'autres expositions. On n'avait pas leurs coordonnées au départ, donc on les a contactés sur Instagram. Oui. Tout bonnement. C'est un moyen. Hein. C'est un moyen aujourd'hui qui est indispensable, que ce soit pour les artistes et même pour les galeristes. En tout cas pour nous, en tous les cas, parce qu'on est dans l'ère moderne, si je puis dire. Oui. Et donc on envoyait des DM aux artistes en leur disant voilà, on est deux jeunes qui auront la galerie, on kiffe ce que tu fais et on va ouvrir notre galerie là dans quelques temps, est-ce que t'es chaud pour exposer, tu vois. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et on a contacté les artistes et on a réussi à avoir un artiste parisien. Un artiste qui s'appelle Toc Toc. Toc Toc, c'est un artiste avec une grosse communauté et qui a un nom sur la scène du street art parisien. Et en fait, il nous a dit oui. Il nous a dit oui parce que... mais là, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou parce que c'est vraiment quelqu'un qui pèse, entre guillemets, tu vois, dans le milieu. Et quand on l'a eu et qu'il nous a dit ok, on était comme des fous et ça nous a boosté à mort pour aller chercher les autres artistes aussi et nous aussi donner du crédit aussi parce que nouvelle galerie de jeunes galeristes qui venons pas du tout du milieu, qui n'avons pas d'expérience dans ce domaine. Tu contactes un artiste pour lui demander de réaliser une toile expressément pour ça, donc il va passer du temps dessus, il va aussi dépenser de l'argent aussi dessus. Avoir un artiste qui est connu, tout de suite ça donne de la crédibilité et ça permet aux autres artistes de dire tiens, je vais partager l'affiche avec cet artiste là connu. Et c'est comme ça qu'on a continué, on a réussi à avoir 15 street artistes donc qui ont exposé à la galerie. Chacun avait une ou deux toiles et c'est comme ça que ça a commencé. Le soir du vernissage inaugural, c'était le 31 janvier 2020.
Tu te rappelles comme hier, j'imagine? Je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était complètement fou. Il y avait, je sais pas, 400-500 personnes ce soir-là. Oh, la galerie, elle était bondée. Les gens, ils étaient sur le trottoir, ils étaient sur la route, tellement il y avait du monde. Et c'était un truc de fou. Mais j'imagine que c'était les bonnes ambiances à la parisienne, quoi. Enfin, oui et non. À vrai dire, pas tant que ça. Parce qu'effectivement, il y avait des Parisiens qui venaient voir donc, les artistes qu'ils connaissaient. Et nous aussi, il y a aussi notre entourage. D'accord. Notre entourage à nous qui était pas forcément appétant au monde de l'art. Et par le fait qu'on lance aussi notre business autour de l'art, ils sont venus, donc ils ont découvert le monde de l'art à travers ce qu'on a lancé. Et du coup, c'était vraiment une ambiance... donc il y avait une mixité dans très mixte, exactement. Trop bien. Très mixte. Et c'est d'ailleurs ce que les Parisiens, entre guillemets, nous ont dit, la galerie c'est génial, on voit des têtes qu'on ne voit pas d'habitude, tu vois. Et très vite, on a su marquer du coup cette idée de rendre l'art accessible à tous, puisqu'il y avait des gens issus de tout milieu, de tout âge, qui venaient voir une belle exposition et un lancement incroyable d'une jeune galerie de deux potes qui ne connaissaient rien là-dedans, à part leur passion pour le street art, quoi. Top, vraiment top. Et je trouve que c'est un super départ, en tout cas, pour une toute nouvelle galerie et pour un peu valider justement tout ce que vous avez mis en avant sur le fait de rendre accessible, etc. Et de découvrir des inaugurations. Donc, c'était vraiment cool. Ouais, c'était pas juste du blabla. Ouais, c'est ça, exactement. C'est top. Top. Comment fonctionne une galerie? Parce que du coup, tu nous as parlé de la manière dont tu es allé chercher les artistes, chercher attirer en tout cas les clients, les visiteurs. Mais du coup, quand on a une galerie, comment ça fonctionne? Tu nous as parlé d'expositions avec plusieurs artistes. Mais du coup, quand vous exposez, quel type d'engagement vous prenez par rapport aux artistes? J'aimerais que tu nous expliques un peu le fonctionnement pour ceux qui sont totalement étrangers à ce monde-là et qui se disent juste que c'est une salle avec des tableaux. Je pense que ça va un peu plus loin que ça. Non, ça va quand même plus loin de ça. Donc une galerie d'art, c'est un lieu d'exposition d'œuvres d'art, tout bonnement. Après, si je parle d'un côté business, le business model d'une galerie d'art, c'est forcément donc de vendre des tableaux. En tout cas, le business majeur des galeries d'art. Comment ça fonctionne? Eh bien, nous, en tant que galeristes, on programme une planification d'exposition sur l'année en général, où on cherche des thématiques d'exposition, des thématiques qui nous viennent à l'esprit, donc on brainstorm beaucoup sur des messages qu'on veut faire passer ou bien des thématiques qui nous plaisent et qu'on veut mettre en avant. Une fois que la thématique elle est choisie et définie, on contacte des artistes avec des univers dans lesquels on pourrait associer cette thématique. Ou non d'ailleurs, parce que aussi ça peut permettre aussi de challenger des artistes sur des thématiques particulières qui n'auraient rien à voir avec leur univers. Et donc les artistes produisent des œuvres, que ce soit des toiles, des sculptures ou autres, qui soient en lien avec la thématique, et on rassemble toutes ces toiles-là pour en créer une scène. C'est pour ça qu'il y a aussi la scénographie aussi qui est importante. Donc on va placer les toiles et les œuvres d'art de manière à ce qu'il y ait un fil conducteur. Oui. Souvent, alors ça peut être, le fil conducteur peut être divers. Le but c'est d'apporter une certaine cohérence à l'exposition. Par exemple, je prends le cas de l'exposition Nuances de Noir. Nuances de Noir, c'est notre avant-dernière exposition. Donc c'était une exposition qui s'articulait autour de la couleur du noir, qui rendait hommage à un artiste contemporain qui s'appelait Pierre Soulages. C'est un grand artiste qui faisait des toiles uniquement avec du noir. Et on a contacté nos street artistes avec lesquels on a déjà travaillé, qui ont pour le coup des univers ultra colorés à la base.
et on les a challengés. Ah, d'accord, ok. On les a challengés pour nous délivrer donc, des toiles et nous réaliser des toiles qui seraient donc noires ou en noir et blanc ou avec des teintes de noir différentes pour cette exposition-là. Donc voilà, là il y a un parti challengeant pour l'artiste. Et au niveau de la scénographie, on a voulu faire découvrir le travail donc, de Pierre Soulages, donc, parce que c'était un hommage, en fonction de son évolution artistique. Donc il a commencé par des choses un peu plus figuratives au début, pour se tourner par la suite vers des choses un peu plus abstraites. Et c'est comme ça qu'on a du coup mis en scène la galerie. Donc il y avait un point de départ où c'était très figuratif, donc des artistes qui dessinaient des personnages ou autres. Et plus tu avançais dans la galerie, et plus tu terminais sur des choses plus abstraites qui correspondaient du coup à ce que produisait Soulages à la fin de sa carrière. Alors c'est un artiste qui est décédé, hein, c'est pour ça qu'on oui. Mais voilà, donc il y a vraiment une réflexion avant de proposer, de montrer aux gens l'exposition avant, quoi. D'accord, voilà. Ok, super. Finalement, il y a différentes facettes, mais je connaissais pas cette facette où en tant que galeriste, vous challengez les artistes et ils font des choses spécialement pour vous, pour les exposer. Alors j'imagine que c'est l'occasion pour cette personne de le faire et d'être challengée. Elle l'accepte ou elle l'accepte pas, mais du coup ça apporte de la nouveauté en fait. Exactement. Ça apporte quelque chose qui est vu chez vous et qui n'est pas vu ailleurs, parce que c'est de votre propre initiative. En tout cas, vous le proposez, ça le challenge et il le fait spécialement pour vous, autant de guillemets. Ouais, non, mais c'est ça. On s'est rendu compte qu'il y a plein d'artistes qui faisaient à chaque fois la même chose. Et quand on leur propose une thématique qui sort un peu de ce qu'ils font, ils sont très friands de ça, puisque ça change de ce qu'ils font au quotidien. Et on s'est rendu compte aussi d'une autre chose, c'est que les collectionneurs de ces artistes-là, une fois que tu as acheté 1, 2, 3 toiles d'un même artiste, c'est toujours à peu près la même chose. Donc lui, il veut de la nouveauté, tu vois, de cet artiste-là. Donc quand un collectionneur il voit un truc un peu inédit d'un artiste qu'il apprécie particulièrement, ça le change de ce qu'il voit, et en général ça fait mouche aussi, puisqu'il achète cette œuvre qui se différencie. Donc c'est la double vocation, à la fois challenger l'artiste et attirer les acteurs. Et attirer les collectionneurs aussi, ouais. Et oui, donc les expositions qu'on fait, nous aussi on est assez libre dans notre thématique, c'est-à-dire qu'on va pas faire pour forcément attirer le plus de gens, mais on va faire parce que c'est des thématiques qui nous plaisent et qu'on pense qu'on peut faire un beau truc autour de cette thématique-là. Et aussi, c'est des thématiques aussi engageantes. Il y a aussi des expositions qu'on se voulait aussi engageantes. Je pense à une exposition qui s'appelait Contra Colonia, qui est pour le coup très engageante, puisque c'est une expo qu'on avait réfléchi avec l'artiste, qui s'appelle Nin. C'est un artiste argentin qui dénonce la colonisation hispanique qu'il y a eu donc, en Amérique latine, notamment. Et vraiment lui dans son art il dénonce le pouvoir, le pouvoir si je puis dire, qu'il y a aujourd'hui et l'influence qu'il y a en Amérique latine de la culture occidentale auprès de la population latine. C'est-à-dire que dans son travail il met en avant le fait que avant que la colonisation arrive, il y avait un peuple avec des coutumes qui existaient et qui étaient envahis et détruits par la colonisation. Et donc il rend hommage à cette culture d'antan. Il l'avait rendu en tous les cas à travers cette exposition, donc Contra Colonia, en réinterprétant des symboles de l'art occidental. Donc par exemple la Joconde, la jeune fille à la perle, qui sont des tableaux mythiques qu'il a représentés en personnes Maya et Aztèques, avec le maquillage qu'ils avaient avant, l'accoutrement qu'ils avaient auparavant, sous la forme des tableaux en question. Et vraiment, il y a un message derrière tout ça, et donc c'était une expo très engageante qui avait beaucoup marché d'ailleurs. Et je pense que le fait qu'on ne soit pas du milieu et qu'on ait justement cette dynamique, cette ouverture d'esprit, du fait qu'on vienne de domaines différents,
ça nous permet aussi de dire oui pour ce genre d'exposition beaucoup plus facilement que des gens qui sont peut-être installés depuis très longtemps en galerie, et de génération en génération, ils veulent pas forcément froisser peut-être leur image, ou bien l'image de leur collectionneur, entre guillemets, tu vois, la pensée de leur collectionneur. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je sais pas si j'étais clair, mais voilà. Non, on est vraiment très ouvert à ça. Ouais. Non, c'est top. Et du coup, je me pose la question, combien de temps dure en général une exposition ? Une exposition, ça dure en général entre 1 mois et demi à 2 mois. Ça dépend des expositions. On a des expositions qui ont duré 2 semaines. D'autres, en fait, ça dépend de la programmation. Des fois, tu as des expositions qui viennent se mettre entre 2 grandes expositions. Du coup, ça dure 2 semaines. Mais en général, c'est 1 mois, 1 mois et demi. D'accord. C'est vous qui le choisissez ou ça dépend de l'artiste ? C'est nous qui définissons avec l'artiste en général. Ok, vous avez une certaine liberté là-dessus. Ouais. Ok, super. Et ben écoute, j'ai appris plein de choses. Je ne savais pas à quel point l'art pouvait transmettre autant de messages et transmettre des émotions, transmettre un certain nombre de facettes, parce que ça a de multiples facettes. Et puis tout ce que tu viens de me dire, même par rapport au dernier artiste avec Contra Colonia, et je me dis qu'il y a des fois plein de choses qu'on veut transmettre dans les livres, à l'école, etc. Mais à travers l'art, tu peux comprendre aussi plein de choses. Et c'est épatant. Là, tu as vraiment attiré ma curiosité. Après ça, j'irai regarder ce que fait cet artiste sur Internet. Mais du coup, c'est top. Et je me rends compte que quand tu dis mettre la lumière sur les artistes, c'est une mission où je pense que vous essayez en tout cas d'y répondre à chaque fois, et c'est top. Et puis il y a ce temps aussi, j'imagine, tu me dis si je me trompe, il y a ce temps aussi que vous prenez à échanger avec l'artiste pour savoir justement quels sont les motifs, qu'est-ce qu'il veut transmettre, etc. Et après de se dire allez, go, on y va, et de laisser place effectivement à sa créativité, j'imagine. Ah oui, quand on va à la recherche des artistes ou quand ils viennent vers nous, bien évidemment il y a toute une phase de découverte où on apprend à connaître l'artiste, son univers, le message qu'il veut véhiculer à travers son art, et puis il y a beaucoup aussi d'échanges humains envers les artistes. S'il n'y a pas ce feeling, c'est comme pour tout dans la vie, j'ai envie de te dire, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, c'est avant tout des échanges entre 2 personnes. Si ça match et si ça match pas, forcément si ça match pas, forcément on va pas forcément plus loin. En tous les cas, les échanges peuvent être cordiaux et professionnels, mais l'envie est forcément moins grande que si tu travailles avec un artiste avec qui vous partagez les mêmes valeurs ou pas, mais en tous les cas chacun est assez ouvert d'esprit pour échanger et pour partager ensemble. Vers l'autre, c'est ça. Ça a aussi son importance, bien évidemment. Ok, nickel. On arrive à mes 2 petites questions bonus. On parlait à un moment donné, tu as parlé de musique tout à l'heure. Et du coup, j'aimerais savoir si au quotidien, tu es inspiré par le monde de la musique, puisque je pars du principe, mon podcast s'appelle Dose d'inspi. Je pars du principe que la musique est une des choses les plus inspirantes, en tout cas au quotidien, en tout cas pour ma part. Et du coup, souvent je pose la question à mes invités pour savoir s'ils sont inspirés par la musique, et si oui, lesquels, quel type de musique ou quels artistes. Enfin voilà, souvent ça m'intéresse de savoir. Alors inspiré, oui, alors de par la personne que je suis maintenant, de par le développement de ma personnalité, si je puis dire ça comme ça. Mais oui, j'ai beaucoup écouté de rap, comme je disais, j'en écoute toujours beaucoup, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui m'ont marqué. Je pense de par l'écriture ? De par l'écriture, parce que je trouve que quand on associe le fond et la forme, ça rend une œuvre musicale vraiment complète, pour le coup. Et j'ai beaucoup écouté Rof,
D'accord. Parce qu'il vient de Vitry-sur-Seine aussi. Il vient de ton coin. Il vient de mon coin. Et j'ai beaucoup écouté Kerry James aussi. Kerry James qu'on entend beaucoup moins en ce moment, mais à l'époque, je pense il a une écriture de fou. Ah oui, ouais. Et il a des classiques. Hein. Il a beaucoup de classiques, il a une écriture de fou. Qu'est-ce que je peux citer d'autre en rap français? Alors après, il y a Booba aussi, mais le Booba d'avant, qui avait une plume incroyable aussi. Donc oui, ça c'est les musiques qui m'ont inspiré étant plus jeune, que je réécoute aussi aujourd'hui. Après, le rap aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus festif. Il y a beaucoup moins de fond, c'est beaucoup plus dans l'enjaillement et la forme, etc. Des musiques très entraînantes. Il y en a qui parlent même de rap qui est devenu un peu techno. Ouais, bah oui, c'est techno, c'est zouk aussi beaucoup maintenant. Voilà, ça me parle un peu moins qu'avant. Mais voilà, niveau musique, c'est ce qui m'inspire. Après, en vrai, je suis très inspiré par les gens de manière générale. D'accord. Les gens qui m'inspirent en vrai. D'accord. Quand tu es galeriste, tu parles avec des artistes, ils ont des univers, ils ont des façons de penser. Tu peux prendre ces gens-là pour des fous de prime abord, mais en fait, non, c'est juste leur manière à eux de penser. Et c'est en discutant avec ces multitudes de personnalités différentes que tu te rends compte que la vie, c'est pas juste une vision ou deux ou trois, c'est des milliards de visions, c'est une vision par personne, tu vois. Et c'est ça qui est très inspirant, selon moi, c'est de vraiment discuter avec les gens et de découvrir leur manière de penser, que ce soit dans leur vie artistique ou dans leur vie personnelle aussi. C'est ultra intéressant, je trouve, de parler avec les gens, donc d'échanger avec les gens. C'est ce qu'il y a de plus inspirant selon moi. Ok, je comprends donc que ta dose d'inspi, tu la prends dans les discussions avec les gens en fait. Clairement, ouais. Ouais. Ok, très bien cette réponse. Je vois très bien de quoi tu parles et je pense que toi aussi tu peut-être à travers tes podcasts aussi quand tu parles avec les gens, tu vas avoir ça aussi, je pense. Ouais, totalement. Au quotidien, quand je vais j'ai n'importe quoi, je vais à la boulangerie, je rencontre quelqu'un qui a envie de discuter, qui a envie de juste en quelques minutes, ça peut tellement m'apporter. Un échange très court, comme un long moment à un endroit bien précis, mais des fois inattendu. Ouais. Mais il faut juste être ouvert, ne pas être... parce que je trouve que dans le monde occidental, je parle de monde occidental parce que je compare un peu au Cap-Vert. Ouais. Quand je vais au Cap-Vert, c'est pas du tout ça, mais dans le monde occidental, on est, en tout cas en Europe, on est souvent très dans le quotidien, la tête dans le guidon, et on regarde pas autour, on lève pas la tête. Ouais. Et du coup, on n'est pas à l'affût de regards, de personnes peut-être qui veulent juste nous aborder, nous demander un truc, quoi qu'est-ce. Alors que je le ressens plus quand je suis au Cap-Vert. Et j'essaie, et je m'efforce, en tout cas, à ma petite échelle, de tout le temps rester ouvert, d'aller vers les autres, mais de permettre aux autres de venir à moi. Je ne peux pas avoir ce côté fermé. Sachant que moi là-bas je suis réservée, donc je peux mettre une certaine distance quand on m'approche, mais du coup j'essaye d'être plutôt dans ça parce que j'ai pris conscience de la richesse qu'il pouvait y avoir en échangeant avec les gens. Et quelles que soient les personnes, d'où tu viens, ton univers. Parce qu'en effet, des fois, juste l'apparence, ça peut nous amener à des préjugés. On est humain, on le fait. Mais en fait, non, c'est que du bonus. Mais tu vois, ça c'est... je sais pas si c'est typiquement français ou occidental. Peut-être même typiquement parisien, tu vois. Oui. J'ai envie de te dire. Parce que quand tu sors de Paris, c'est pas ça. Je sais pas si t'as remarqué quand tu vas en vacances. Oui. Quand tu vas en vacances, que ce soit peut-être hors de Paris ou même dans d'autres pays, après ton état d'esprit il est différent. Oui. T'es beaucoup plus ouvert aux gens et je sais pas, peut-être que tu laisses transparaître ça. Et moi je sais que quand je pars en vacances, j'aborde plein de gens et ils sont ouverts, tu vois, ils me répondent, on discute, etc. directement. Donc c'est peut-être le fait de sortir de ton quotidien et d'avoir cet état d'esprit ouvert qui aussi impacte peut-être ton physique aussi. Tu as un physique où tu as une gestuelle qui fait que tu as l'impression d'être... Ton aura. Ton aura, ouais, c'est ça. De donner aux gens d'être ouverts, ce qui fait que les gens sont aussi ouverts à toi. Donc je pense que y a de ça aussi, de vraiment être la tête dans le guidon.
peut-être propre à Paris, peut-être. À Paris, on m'a déjà fait remarquer, je pense que c'est bien des fois de sortir de ce cocon-là. Ouais. Mais ok, top. Et ben écoute, on arrive à la fin de cette belle discussion. Franchement, merci, parce qu'on en a appris beaucoup sur toi, sur la galerie Wawi, sur ce qu'est une galerie. Ouais. Et puis tu nous as vraiment emmenés dans ton monde, donc trop bien, vraiment merci. Et j'ai envie de te laisser la parole. Est-ce que tu as un dernier message à passer, quelque chose à nous dire pour un peu conclure cette discussion? Merci beaucoup Nadine pour l'invitation, c'était un plaisir, beau moment de partage. Donc j'invite tous les auditeurs à ouvrir la porte de la galerie Wawi. Donc nous on est situé dans le 10e arrondissement, pas loin de la place de la République, donc à la place Jacques Bonsergent. Vous pouvez venir, on est ouvert du mercredi au dimanche. On organise les drink and paint aussi, ce dont je vous parlais, donc tous les mercredis en after work de 19h à 21h et sous format brunch, le samedi et le dimanche de 11h à 13h30. Donc venez, vraiment c'est un bon moment, les gens ils kiffent, ils sont vraiment dans une bonne vibe. Vous venez découvrir l'exposition et vivre une expérience aussi originale. Puisque vous devenez des artistes en herbe le temps d'une session. Donc voilà, je serais ravi de vous accueillir avec mon équipe aussi. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis Nadine, tu viens quand tu veux avec Maria, avec ta sœur Maria. Oui. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux ? Les réseaux sociaux, donc il y a les réseaux de la galerie, donc c'est galerie.wawi. Sinon il y a le réseau aussi de Drink and Paint, donc sur Instagram c'est drink comme drink.end.paint. Voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre les deux pages et à voir toute l'actualité qu'il y a sur nos deux activités. Super, écoute, c'est noté. Je pense que tout le monde va se ruer là-dessus et viendront vous voir, en tout cas avec. Et Nadine, je peux faire un truc, on peut offrir à ton audience peut-être un petit code promo pour nos activités Drink and Paint. Je viens de penser à ça, je me dis pourquoi pas. Et écoute, avec grand plaisir, ça serait une super chose. Je mettrai en place un code promo donc pour tous les auditeurs de Dose d'Inspi. Le code promo ça va être Dose d'Inspi, tout collé. Trop bien. Je viens de le faire tout de suite, donc DOSE, comment ça s'écrit après DOSE. Dose d'Inspi, tout collé, allez. DOSE-INSPI. Ok, c'est parti. Donc voilà, Dose d'Inspi pour tous ceux qui écoutent le podcast. Et donc vous pourrez aller sur le site avec ce code promo. Et hâte de vous accueillir tous. Trop bien. Et écoute, tu m'as fait cette belle surprise et je te remercie et merci d'avance pour les auditeurs. Ouais. C'est trop bien. Et écoute, tu m'en diras des nouvelles. Hein, ouais. Je te dirai s'il y a des gens qui viennent de ta part du coup. Yes, trop bien. Et je te dis à très bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses avec cette galerie, avec tous tes projets. Et je te dis à bientôt. À bientôt Nadine, merci. Salut. Salut.